Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré à la loi PLM et donc à la réforme du scrutin pour les municipales à Paris, Lyon et Marseille. Hier, députés et sénateurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le texte en commission paritaire. Après le rejet du texte par le Sénat, la gauche parisienne dénonce la volonté du gouvernement de passer en force sur ce dossier. Alors qu'est-ce qui coince effectivement dans le texte? Est-on encore dans les délais pour les municipales de 2026 qui serait avantagé par ce passage ou non à un scrutin direct à Paris? Eh bien, on va essayer de répondre à toutes ces questions et on le fait avec nos excellents invités en plateau. Dans une minute, en culture, le ballet contemporain Mythologie de Prejlokash est à la scène musicale pour 5 jours de représentation et c'est un spectacle aussi vibrant qu'engagé. On vous le présente dans l'entretien culture. De l'art de vivre enfin et de l'évasion avec une expérience unique à moins de 30 minutes de Paris, au contact de la nature et des animaux. C'est Parrot World et on vous présente tout ça, on vous raconte cette expérience que vous pouvez faire évidemment avec vos enfants en fin d'émission. C'est parti. Irréconciliable, c'est ce qu'on peut dire des points de vue des 7 députés et 7 sénateurs présents hier en commission mixte paritaire pour réformer le mode de scrutin pour les municipales à Paris. Mais vous savez, ça concerne aussi Lyon et Marseille. Les discussions ont duré à peine 25 minutes et se sont soldées par un échec. Le gouvernement, lui, compte passer en force et ça ne plaît pas à la gauche parisienne qui cherche à détricoter ce texte depuis le début. On va évoquer ce sujet et puis ses implications évidemment pour vous, pour les Parisiens, pour les Franciliens. On en parle avec Guillaume Tabar, évidemment, rédacteur en chef et éditorialiste politique Le Figaro. Merci beaucoup d'être avec nous, Guillaume. Bonjour. Brice Sokol, politologue et auteur de Comment les imaginaires transforment la France. Bonjour. Ainsi que Jean Lossuc, député de la 2e circonscription de Paris, conseiller de Paris 7 pour le groupe Changer Paris. Bon, on se rend bien compte que ce sujet est compliqué, ce sujet qui entoure la loi PLM. On va peut-être rappeler d'abord, si vous le voulez bien, messieurs, comment l'élection municipale fonctionne actuellement à Paris, Lyon et Marseille, même si évidemment, Guillaume, vous le savez, c'est Paris qui nous intéresse au premier chef. Oui, alors d'abord, il faut préciser qu'on parle beaucoup de réformer la loi PLM comme si le mode de scrutin par arrondissement avait été inventé par cette loi PLM. Ça n'est pas le cas. C'est faux. De tout temps, depuis que les Parisiens votent pour leurs élus municipaux, donc en gros depuis les débuts de la Troisième République, ce scrutin a toujours été dans le cadre de secteurs. Sous la Troisième République, c'était même dans le cadre des quartiers. Il y avait 80 conseillers de Paris élus dans chacun des 80 quartiers de la capitale. Et très rapidement, et donc dès le début de la Quatrième République, on vote par arrondissement ou dans certains cas par regroupement d'arrondissements. C'est-à-dire que, en 77, premier, quatrième étaient ensemble, deuxième, troisième aussi, mais grosso modo, voilà, c'était à l'échelle des arrondissements. Donc le changement qu'a apporté la loi PLM de 82, c'est pas tant ce découpage électoral que, à compter de cette date-là, les conseils d'arrondissement ont été eux aussi élus au suffrage universel dans le cadre de cette élection, ce qui n'était pas le cas avant. Donc vous voyez, il y a effectivement un changement au sens où les arrondissements étaient mieux pris en compte avec un conseil de quartier élu, mais ça n'est pas le périmètre des circonscriptions qui a été modifié. Ce qui est proposé avec la loi Maillard, qui a été adoptée par l'Assemblée et rejetée par le Sénat, c'est effectivement d'arriver à d'élire les conseillers municipaux à l'échelle de l'ensemble de la ville, comme pour les autres villes, mais sachant qu'aucune autre ville de France, à part Lyon et Marseille, n'ont d'arrondissement ou n'ont eu l'habitude de vote par secteur. Donc en fait, il y avait une manière finalement d'élire le maire de Paris, Lyon et de Marseille qui était aussi liée à la structure de ces villes. Oui, tout à fait. Sachant que l'élection du maire, là aussi on dit élire le maire directement, mais il ne s'agit pas non plus de ça au sens propre du terme. Si la loi finit par être votée, le maire sera toujours élu par les conseillers municipaux désignés par les électeurs. Donc est-ce qu'on peut parler de scrutin direct ? En fait, on va se retrouver avec deux scrutins, si je puis dire. Un scrutin pour élire les conseillers d'arrondissement et un scrutin pour élire le conseil municipal de Paris, j'allais dire sur une seule circonscription. Voilà, la différence, elle est là aujourd'hui. Voilà. Sachant qu'il faut bien... C'est pas très lisible, pardon, mais pour le commun des mortels, pour tous ceux qui nous écoutent, pour les Parisiens, c'est quand même assez complexe. Ça paraît aujourd'hui complexe, ça va changer, le fait d'avoir 2 bulletins, si jamais la réforme passe à l'Assemblée nationale. Néanmoins,
pour certains, c'est un sujet de clarification, un sujet de proximité, mais ça, on va en débattre ensemble. Exactement, c'est tout l'objet de cette discussion. J'aimerais quand même qu'on écoute les mots de Rachida Dati qui parle d'une anomalie démocratique. C'était sur CNews le 17 juin. On écoute la ministre de la Culture, évidemment candidate à la mairie de Paris, et on réagit en plateau ensemble. Le PLM, cette loi PLM, c'est quoi? C'est de corriger une anomalie démocratique. C'est juste du bon sens. C'est Paris-Lyon-Marseille. Ils n'ont pas les mêmes droits démocratiques que les autres citoyens français. C'est de dire, ils veulent, et toutes les études d'opinion le confirment, près de 90% des habitants de Lyon, Paris, Marseille veulent voter directement pour leur maire. Ils veulent avoir le choix éclairé de leur maire. Et donc 90% des études d'opinion le confirment. C'est une anomalie démocratique que nous devons évidemment corriger. Jean Le Suc, est-ce qu'à votre sens, on peut parler d'anomalie démocratique ? Il y a deux choses à prendre en compte. Il y a un vrai sujet démocratique de fond qui est aujourd'hui, on peut être élu maire de Lyon, Paris ou Marseille en étant minoritaire en nombre de voix. Ce qui n'existe dans nulle part ailleurs dans une élection municipale et ce qui n'existe pas dans une élection française jusqu'à présent. Est-ce que ça brouille la qualité du signal démocratique qui est envoyé ? Exactement. Nous avons aujourd'hui sur la table une proposition de loi, alors qui ne traite pas des compétences, on pourra y revenir, qui propose un système de clarification, et moi je pense que c'est vraiment une clarification, où on propose à l'électeur parisien, lyonnais ou marseillais de voter une fois pour son maire d'arrondissement, pour son conseil d'arrondissement qui élira ensuite son maire d'arrondissement, et une autre fois dans un bureau juste à côté pour une autre urne dans laquelle vous élirez une liste de conseillers de Paris qui éliront le maire de Paris. Donc c'est effectivement un retour à la normale sur les élections municipales et c'est effectivement donner enfin aux Parisiens, 200 ans après la Révolution, les mêmes règles municipales que le reste de la France. Malgré ce qu'expliquait tout à l'heure en introduction Guillaume Tabar sur finalement le caractère tout à fait spécifique d'une ville comme Paris. Oui, mais on pouvait utiliser les mêmes arguments pour ne pas réinstaurer le maire de Paris en 1977. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une loi qui date, la loi dite PLM, elle date de 1982, c'était Gaston Defferre, c'était dans la logique et dans la poursuite des grandes lois de décentralisation. Alors certains ont dit, voilà, Gaston Defferre s'est fait une petite loi personnelle, puisqu'il a été élu quelques mois plus tard. Alors on parlera du délai tout à l'heure, mais la loi a été adoptée en décembre 82 et les élections municipales ont lieu en mars 83. Vous avez raison de parler du délai, puisque depuis le début de ces discussions autour de la loi PLM, on pointe du doigt ce délai qui est effectivement court. Et en 83, Gaston Defferre a été élu maire de Marseille, alors qu'il avait obtenu, je crois, 176 000 voix, et Jean-Claude Gaudin 179. Ça a été la même chose pour M. Collomb ou pour M. Delanoë en 2021, au moins en premier tour. Guillaume Tabar, je dois hocher la tête. Second tour, ça se discute. Oui. Mais en même temps, moi, je me souviens aussi que la maire de Paris avait été, entre guillemets, battue dans le 15e arrondissement, et ça ne l'a pas empêché d'être élue maire de Paris. Donc c'est vrai que ça peut poser, comme dit monsieur, une question de légitimité, une question tout simplement de démocratie. La ministre de la Culture évoquait tout à l'heure les sondages d'opinion. Elle parlait de cette adhésion massive à un scrutin direct. C'est vrai que quand on regarde le dernier sondage et l'étude réalisée par IFOP Fiducial pour Le Figaro et Sud Radio, 91% des Français y sont favorables. Alors ils sont favorables non pas à cette modification de la loi PLM, mais à un suffrage direct. Concrètement, c'est un besoin de démocratie ? En tout cas, je pense que l'adhésion qui est vraie, massive, des opinions de ces trois villes, et surtout à Paris, ça ne fait pas de doute, correspond à un souci de clarté. Bon, c'est vrai que les arguments mis en avant pour dire on est élu dans un arrondissement, on peut même être battu dans son propre arrondissement et devenir maire de Paris, ce qui était le cas d'Anne Hidalgo pour le 15e. Enfin, jusqu'en 2020, parce qu'en 2020, elle était élue dans le 11e. Mais ce qui montrait bien qu'elle se trouvait plus cohérente d'être quand même dans un arrondissement où elle soit majoritaire. Où elle bénéficiait de l'adhésion. Voilà, il y a ce souci de clarté qui est compréhensible. Ensuite, il faut bien comprendre une chose, c'est que en matière de mode de scrutin, il n'y a pas de mode de scrutin qui soit démocratique ou d'autres qui soient antidémocratiques. Il n'y en a pas qui soient légitimes ou qui ne soient pas légitimes. Ce sont des choix. Tout mode de scrutin est un choix. On le voit quand on débat actuellement, savoir s'il faut la proportionnelle ou le majoritaire pour élire les députés. Il n'y en a pas un qui est préférable à l'autre. C'est que chacun a ses arguments et on peut défendre les deux. Bon. Là, il y a de bonnes raisons pour dire il faut un maire élu dans le cadre de tout Paris, puisque c'est le maire de tous les Parisiens. Si on croit à l'unité de la ville, il faut une liste. Donc ça, c'est un argument qui est fort. L'argument de M. Le Suc sur le thème on peut être élu en étant minoritaire en voix, c'est vrai en théorie. On peut être élu en étant minoritaire. Dans les faits, sur 6 fois 3 élections dans les 3 villes, c'est arrivé une fois. Une seule fois, le cas de Marseille en 83, et qui tenait non pas
au mode de scrutin, mais au fait que là, il faudrait montrer des cartes. En 83, Gaston Defferre avait fait un découpage des arrondissements de Marseille qui était absolument hallucinant. Qui lui était favorable. Qui lui était favorable, au point même que dès les municipales à 89, la gauche, qui était pourtant au pouvoir, est revenue sur un découpage plus cohérent. Bon. Donc, c'est possible, mais ça n'est pas automatique. Mais l'argument de dire il faut élire un maire, ça s'entend. Bon. L'argument de dire que les arrondissements font partie non seulement de l'histoire de Paris, mais de la vie des Parisiens, qu'un Parisien se dit « moi je suis du 15e, je suis du 18e, je suis du 5e », ça a du sens aussi, donc je suis du 7e, bon, on se sent de son arrondissement. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas dire qu'il y a Rachida Dati parle d'anomalie, non, il n'y a pas d'anomalie, il y a deux choix possibles. Qui s'offrent à nous, et c'est légitime, il faut trancher. Voilà, et c'est légitime que chacun défende son choix, mais vous voyez, en induisant l'idée qu'un scrutin serait forcément anormal ou pas démocratique, on tord un tout petit peu le débat. d'un côté. Oui. Je ne suis pas forcément d'accord, parce que c'est le seul scrutin que je connaisse en France, à ma connaissance, qui permet effectivement en théorie, et en pratique ça s'est réalisé, à un candidat minoritaire en voix d'être majoritaire en siège. C'est quand même dans toute la panoplie des scrutins français le seul qui donne cette possibilité. Donc oui, c'est une forme d'anomalie dans la mesure où c'est un scrutin qui est moins démocratique qu'un autre. Bon, Rachida Dati le corriger de cette anomalie en vaut la peine. Démocratique, vous dites qu'il faut la corriger. Yann Brossa lui parle de tripatouillage électoral destiné à favoriser finalement un candidat. On sait qu'il pense à Rachida Dati. C'est d'ailleurs ce qu'il a affirmé au micro de Sud Radio. C'était le 29 mai dernier. On l'écoute. Je pense que c'est une loi très très injuste. D'abord, on ne tripatouille pas les modes de scrutin à moins d'un an des élections. Vous savez, c'est une règle de base. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que des élus aujourd'hui de gauche comme de droite... Ça permettrait un vote peut-être plus direct, non ? Non, vous savez, les maires, dans aucune ville de France, ne sont élus au suffrage universel direct. Un maire, il est élu par son conseil municipal. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on peut changer de maire sans vote des électeurs. C'est le conseil municipal qui se réunit. Donc ça ne changera strictement rien. Et puis surtout, c'est du tripatouillage électoral à moins d'un an des élections. Et tout cela répond en réalité aux caprices de Madame Dati. Non, moi je pense qu'il y aura... C'est pour Rachida Dati, cette loi ? Évidemment, mais évidemment, c'est elle qui l'a réclamé à corps et à cri. Mais je constate que aujourd'hui, y compris à droite d'ailleurs, beaucoup d'élus disent qu'il ne faut pas changer le mode de scrutin à moins d'un an des élections. Et c'est ce qui fait que cette loi sera vraisemblablement rejetée au Sénat. Elle a d'ailleurs été rejetée en commission des lois de manière unanime et donc très massivement, y compris par des sénateurs de droite. Et donc je pense que si le Sénat rejette cette proposition de loi, le gouvernement serait bien inspiré d'y renoncer définitivement. Et le texte a en effet été rejeté au Sénat. On reprend deux éléments importants de ce qu'a dit monsieur Yann Brossa, cette idée d'un tripatouillage électoral et donc derrière l'idée qu'on manipulerait finalement cette élection. Oui. C'est vrai ? Mais non, là, le mot tripatouillage n'est pas fondé. Je veux dire que, tout comme anomalie, c'est pas fondé. Qui dit tripatouillage dit qu'on... Ce n'est ni une anomalie, ni un tripatouillage. Il y aurait un changement de mode de scrutin, ça sous-entend qu'on triche ou que l'on fait des choses qui ne sont pas... Bon, il y a un choix d'un mode de scrutin. Je veux dire que s'aligner sur le régime commun des autres communes, c'est un choix. On peut le défendre, on peut le critiquer, mais ça n'est pas un tripatouillage. Je veux dire, ça n'a pas... Et dire que ça avantage Rachida Dati, est-ce que c'est vrai ? Non, moi je pense que je ne dirais pas ça. En fait, derrière cet enjeu, j'allais dire un peu technique, il y a un enjeu politique. C'est que vous avez vu les sondages sur les municipales à Paris. La gauche, par exemple, en gros, les trois candidats de gauche sont entre 14 et 16%. Donc c'est un sujet pour eux difficile. C'est plus simple, peut-être, dans le contexte actuel, ou avec la loi de 82, voilà, de trouver un accord, que dans un nouveau contexte, j'allais dire, un nouveau scrutin. Voilà. Donc ça, c'est un sujet. Ça défavoriserait en tout cas les candidats de la gauche parisienne. Et deuxième remarque, on oublie toujours que derrière les conseillers de Paris, vous avez les sénatoriales. Il y a 163 conseillers de Paris qui chacun désigne 17 grands électeurs. Alors là aussi, on peut en discuter. Je vais désigner ma voisine, ma concierge, ma famille. Enfin, là aussi, ça mériterait peut-être un peu de transparence et un peu un toilettage. Donc derrière, il y a un sujet politique à la fois municipal et aussi sénatorial. Pourtant, quand même, Rachida Dati est plutôt très favorable à cette modification de la loi PLM. Vous l'avez rappelé, la gauche parisienne est plutôt tout à fait contre. On comprend quand même qu'il y a des enjeux qui vont être liés directement à cette élection de 2026. Je pense deux choses. Profondément, je crois qu'il faut aller dans le sens d'un suffrage le plus direct possible. En tout cas, quand on est démocrate, c'est ce qu'on le souhaite. Et Rachida Dati s'inscrit dans cette tradition gaulliste. Et ça l'avantage.
Et d'autre part, je ne crois absolument pas aux prédictions fondées sur les résultats de 2020 ou les résultats de la proportionnelle, parce qu'on n'a jamais élu un maire à Paris, Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que partout dans le reste de la France. Donc c'est difficile de se projeter dans cette éventualité. C'est très compliqué pour un Parisien qui a voté en 2020 avec un scrutin que l'on connaît, de lui dire que voteriez-vous, et d'essayer de se fonder sur les résultats de 2020 pour obtenir des résultats potentiels pour 2026. Guillaume Tabar. Vous avez tout à fait raison. Ce qui souligne d'ailleurs effectivement que les Parisiens n'ont jamais voté de cette manière-là jusqu'à présent. Mais après, il y a des spécificités politiques qui fait que le centre de gravité n'est pas forcément le même dans tous les arrondissements. Avec une liste unique, on est obligé d'avoir une offre unique. Bon, mettons que Rachida Dati soit effectivement la candidate investie et par le Bloc central et par LR, ce qui est un scénario qui semble... ça n'est pas fait, mais c'est un scénario plausible et on pourrait même dire peut-être probable. Bon. Il n'empêche que peut-être que si Rachida Dati est investie, un certain nombre de gens, c'est estimant plus centristes, vont dire non, Rachida Dati, elle est trop marquée, trop clivante, ou on fait une liste parallèle, ça peut toujours arriver, ou dans tel ou tel arrondissement, on va plutôt préférer une liste écolo, voire une liste socialiste, et pas elle. Inversement, si d'aventure c'est un candidat macroniste, mettons que, pour reprendre 2020, si Agnès Buzyn avait été désignée comme candidate de l'ensemble du socle commun, c'est-à-dire du centre et de la droite, il y aurait sans doute eu des électeurs de droite qui auraient dit non, pas question, nous, de voter pour quelqu'un qui est macroniste, on va préférer voter pour la liste RN ou je sais pas quoi. Donc je pense que selon la physionomie des quartiers, en faisant de la dentelle, en faisant du sur-mesure, on pourrait ratisser plus large. Je pense que il y a certains arrondissements, bon, le 7e n'est sans doute pas l'arrondissement qui a le plus de risques de basculer à gauche. Bon. En effet. Donc, qui est une offre de droite dans la lignée de l'histoire de cet arrondissement. Ça a du sens. Ce serait bon. Inversement, mettons dans le 14e, je prends le 14e parce que c'est l'arrondissement que l'on cite souvent comme étant le plus susceptible de basculer. C'est l'équivalent d'un swing state. Voilà, c'est un swing arrondissement, si on peut dire. Peut-être, compte tenu de la sociologie de l'arrondissement, peut-être que c'est un profil plus centriste qui aurait davantage de chances de faire basculer l'arrondissement. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est une hypothèse. Et là, vous voyez, donc, en jouant de tête de liste correspondant à tout un nuancier, peut-être que ça permettrait de ratisser plus large. Et c'est vrai aussi pour la gauche. Hein. Je pense qu'il y a certains arrondissements où une offre écolo pourra devancer l'offre socialiste. C'est pour ça que je trouve que les deux camps jouent à front renversé. Parce que je pense que la droite ratisserait plus large en maintenant une offre différente par arrondissement, et inversement, en maintenant l'offre d'arrondissement comme elle veut le faire, la gauche prend le risque, la gauche socialiste prend le risque d'être devancée par les écologistes dans certains arrondissements, je pense au 11e, au 10e, au 3e, et prend le risque d'être devancée par les insoumis dans les arrondissements 19e, 20e, peut-être même le 18e. Justement, j'aimerais qu'on écoute à ce titre Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris également. Il s'est exprimé sur Ici Paris, Île-de-France le 4 juin. Il a évoqué et cette logique par arrondissement, Guillaume Tabar, pour rejoindre ce que vous disiez, et cette alliance entre la France Insoumise, le RN et la Macronie sur le sujet de la loi PLM. On l'écoute et je vous fais réagir. On n'en veut pas. C'est une loi qui est mal faite, qui est mal pensée, qui est mal intentionnée, qui a été très mal rédigée et qui a été méticuleusement, entre guillemets, mis en charpie et par moi-même à l'Assemblée nationale et par les sénateurs. C'est un projet de loi, une proposition de loi qui n'a été adoptée à l'Assemblée nationale que par l'alliance de la Carpe et du Lapin. C'est une alliance du Rassemblement national, de LFI et de la Macronie, ce qui pour moi signe la forfaiture démocratique de ce projet. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir à l'évolution du mode de scrutin. C'est d'ailleurs valable pas que pour Paris, Lyon, Marseille, mais sur un certain nombre de scrutins, notamment pour les collectivités locales. Mais pas comme ça. La réforme pas dans va favoriser la droite. Non, vos confrères du Monde ont montré qu'avec la réforme, la gauche aurait gagné de façon plus large en 2020. Il faut bien comprendre qu'on ne défend pas un mode de scrutin au titre de réflexe électoraliste. On le dit depuis longtemps, et les journalistes maintenant ont vérifié que le mode de scrutin n'a pas d'influence. En revanche, il est délétère pour un élément central à Paris, c'est qu'il entraîne de facto une mort politique des arrondissements, à tel point qu'on se demande à la fin s'ils ne voulaient pas tout simplement les supprimer.
Alors on retient deux choses, cette mort politique des arrondissements dont parle Emmanuel Grégoire, et puis cette alliance entre la France Insoumise, le RN et la Macronie, ça paraît pas hyper évident comme ça sur le papier. Deux sujets. Sur les arrondissements, écoutez, moi franchement, aujourd'hui, l'ensemble des pouvoirs, 95% des pouvoirs sont à la mairie centrale. Aujourd'hui, une mairie d'arrondissement, ça fait quoi? Ça fait l'état civil. On parlait des mariages tout à l'heure. Ça fait les associations, ça gère les équipements de proximité, mais pas plus. Voilà. L'ensemble des pouvoirs, logement, urbanisme, sécurité, sont aujourd'hui dans la mairie centrale. Donc ça ne va pas changer. Et d'ailleurs, le vrai sujet, est-ce que c'est le mode de scrutin ou est-ce que c'est une réflexion sur une loi organique à venir, sur la répartition des compétences entre la mairie centrale et les mairies d'arrondissement? Ça, c'est un vrai débat. Sur le second sujet... écoutez, moi, depuis Guillaume, tu vois ça mieux que moi, mais depuis 3-4 mois, moi, je n'y comprends plus rien. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale, monsieur le député? Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Vendredi dernier, le projet de loi sur la simplification, tant attendu par ce gouvernement, porté par ce gouvernement, finit très mal. Oui, tout à fait. Détricoté. On a la loi du plomb, on est obligé de passer par une motion de rejet, etc., etc., etc. Et on a des alliances, on a des contre-alliances. À l'Assemblée nationale, on a il n'y a pas de majorité. C'est un vrai sujet. On a une large majorité transpartisane pour faire adopter cette réforme. Alors que M. Grégoire trouve que cette majorité ne lui convient pas, ça je l'entends, mais je regrette les propos d'Emmanuel Grégoire. C'est un homme intelligent et je pense qu'il nous a habitués à mieux. On a vraiment une réalité aujourd'hui qui est une proposition qui au contraire renforce l'identité politique des arrondissements dans la mesure où elle dégroupe les deux élections. Emmanuel Grégoire le sait, il a été tête de liste dans le 12e arrondissement pour finalement donner la mairie du 12e à une élue écologiste. Donc il n'y a pas de la mauvaise foi, mais il y a une mauvaise lecture de la proposition de loi. Évidemment, au contraire, on amorce la possibilité d'une dévolution de compétences en donnant au conseil d'arrondissement une légitimité propre. Plus forte. Aujourd'hui, on a une tendance politique, toute couleur politique confondue, de certains candidats à venir faire leur siège de conseiller de Paris dans un arrondissement, et ensuite ils disparaissent de l'arrondissement pendant 6 ans, et on les voit revenir 6 mois avant l'élection pour revenir faire campagne en disant quand même, il faut que je sois un peu présent dans mon arrondissement. Demain, avec PLM, c'est plus comme ça que c'est plus possible. Alors, il y a quand même un argument aussi qui plaide, je veux dire, contre votre système, c'est que actuellement, les 163 conseillers de Paris, ils représentent stricto sensu l'équilibre démographique des arrondissements, puisque le 15e a 17, je crois 18 maintenant conseillers de Paris. En gros, le nombre de conseillers de Paris est proportionnel à la population de chaque arrondissement. Avec une liste sur l'ensemble de la ville, cet équilibre territorial ne sera plus obligatoire, donc plus garanti. Et les maires d'arrondissement, qui pour d'autres raisons, les maires d'arrondissement, on va y revenir, mais les maires d'arrondissement de droite qui ne veulent pas de changement de mode de scrutin, c'est juste parce que quand on est maire d'un arrondissement de droite, la mairie centrale est peut-être à gauche, mais on est maître chez soi. D'accord. Bon. Donc évidemment, chacun préfère être maître chez lui, même s'il est minoritaire à l'échelon supérieur, que de jouer collectif. Donc vous voyez, en fait, il faut bien comprendre que chacun défend le principe qui correspond à sa avantage. Bon. Mais là où un point de raison, c'est que du coup, là, mécaniquement, les têtes de liste de chaque arrondissement, et d'ailleurs pour les grands partis qui ont des élus, sont automatiquement au Conseil de Paris. Et comme l'a rappelé Brice à l'instant, les pouvoirs, ils sont au niveau de la mairie centrale, pas au niveau des arrondissements. Donc c'est vrai que ça n'est pas aberrant que les élus majeurs des arrondissements siègent au Conseil de Paris. Dans le nouveau système, même si j'ai cru comprendre qu'on avait beaucoup cherché pour voir comment on pouvait corriger cela, mais dans la version finale, ça n'a pas été touché. Donc il y a, je pense, ce petit point faible, en tout cas, dans le... Autre point faible, peut-être pour donner raison à Emmanuel Grégoire, il dit pas comme ça, pas comme ça. Je pense qu'il fait aussi référence à la temporalité. On sait que ça arrive très vite. Cette élection municipale va arriver très rapidement. Depuis le début, on parle quand même de ce délai très court. Est-ce que finalement, ça aurait des raisons de délégitimer, pas simple à dire, cette élection municipale et avec cette temporalité? Et si finalement le gouvernement passait en force, on a entendu que ça pouvait être le cas. Non, alors deux choses. Ce n'est pas un passage en force, c'est l'application des règles de la navette parlementaire. Donc il faut arrêter avec cette idée que le gouvernement passerait en force en donnant le dernier mot à l'Assemblée nationale. Même si le Sénat a mis son veto. Est dépositaire au terme de la Constitution en dernier ressort de la volonté nationale. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Constitution. Donc ça ne serait pas un passage en force? Ce ne serait pas un passage en force, c'est l'application des règles de procédure parlementaire. Et la deuxième chose, c'est qu'il est quand même fondamental
de rappeler que juste avant l'étude et l'adoption de la loi PLM, on a discuté de la modification des règles électorales pour les communes de moins de 1000 habitants. Paris, Lyon, Marseille et les communes de moins de 1000 habitants, c'est à peu près le même poids en termes de population. Ça représente grosso modo 10% du corps électoral français. Donc j'ai entendu ni M. Grégoire ni M. Brossat me dire que c'était un scandale d'aller modifier les règles électorales moins d'1 an avant les élections municipales dans les communes de moins de 1000 habitants. En revanche, c'était un scandale de l'imposer à Paris, Lyon et Marseille. Donc on a d'un côté les habitants des communes de moins de 1000 habitants pour qui on peut changer les règles au dernier moment, c'est pas très grave. En revanche, Paris, Lyon et Marseille, on ne peut pas y toucher, il faut reporter à 2032 minimum. Donc ce délai serré n'est en soi, en lui-même, pas un problème? Pas du tout. J'aimerais qu'on bascule sur un dernier chiffre que je trouve très intéressant. Un sondage Verian, 64% des Français s'intéressent déjà aux élections municipales. C'est plus encore dans les grandes villes. Ils sont 70% à déjà y penser. On sait que c'est une élection qui va être importante puisqu'elle touche directement par la proximité ceux qui vont voter. On sait que c'est une élection aussi qui remet de la démocratie là où une distance a pu se creuser avec ceux qui nous représentent. Est-ce qu'on doit y mettre quand même une attention toute particulière ? Il faut y mettre une attention toute particulière. Nous, on l'avait soulevé dans l'ouvrage avec Frédéric Dabi dès l'automne prochain, et on va le montrer là encore au mois de novembre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une appétence des citoyens pour le local. Et jamais la dichotomie entre le local et le national n'a été aussi grande. À l'échelle nationale, on ne fait plus confiance, il n'y a pas d'écoute, on ne fait plus confiance, il n'y a pas de résultat. À l'échelle locale, il y a la notion de proximité, il y a ce maire avec qui on peut parler, qui est parfois à l'écoute, et puis on voit les résultats. Est-ce que c'est le cas à Paris ? Il y a du concret. Il se passe des choses à Paris, mais comme dans toute collectivité, dans un mandat, il se passe, on aime, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il se passe des choses. Les villes changent, les villes évoluent, et les gens le voient, le perçoivent, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, ils discutent, on met plus ou moins de démocratie participative ou pas, mais en tout cas, il y a du concret là, depuis cette dissolution qui a été vraiment un marqueur très négatif pour une majorité de Français. Depuis, excusez-moi, c'est un peu la confusion, on ne comprend plus ce qui se passe au Parlement, dans nos parlements. Alors au Sénat un petit peu plus qu'à l'Assemblée, mais à l'Assemblée, parce que l'Assemblée, vous savez, l'Assemblée, enfin, on en parlait tout à l'heure, quand vous n'avez pas de majorité, ou qu'une majorité extrêmement relative, et que vous avez des alliances qui sont parfois contre nature. Donc les alliances se font, se défont. Se défont. Alors certaines forces politiques valorisent cela, d'autres les dénoncent. Mais encore une fois, je pense que les Français, nous, ce qu'ils nous disent dans nos études d'opinion, c'est qu'ils veulent de la clarté. Ils ont de la clarté. Donc plus de transparence, plus de clarté, et un vote à impact, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais on a envie de voir, de constater les effets de notre vote. On veut des résultats. On veut voir les résultats. Oui, et je pense que ça n'est pas nouveau qu'il y ait un attachement au maire et qu'il soit l'élu non seulement le mieux identifié, mais dans lequel les gens se reconnaissent le plus et la meilleure image. C'est pas nouveau, mais c'est vrai, Brice le souligne à l'instant, il apparaît d'autant plus fort qu'on est dans une phase où jamais le rejet des figures nationales n'a été si fort. Et alors à la fois le rejet des dirigeants nationaux et puis l'effet de ce que l'on voit à l'Assemblée, de ce paysage très troublé. Et donc est-ce que ça nous fait du mal finalement de revenir dans des considérations de politique politicienne sur ce sujet, par exemple cette question de la loi PLM, si justement ce que demandent les Français, ce qu'ils veulent, ce que veulent les Parisiens, c'est plus de clarté, plus de transparence, plus de simplicité et plus d'impact démocratique? Moi, deux choses. Je pense que les Français attendent de la part de leurs élus parlementaires des résultats et des réformes. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse avancer le pays. La loi PLM, à son échelle, fait avancer le pays dans une forme de renouveau démocratique dans nos 3 grandes villes. Et effectivement, je suis entièrement d'accord, les Français attendent beaucoup de ces élections municipales l'année prochaine, et dans le sens d'une simplification et d'une plus grande action, d'une plus grande effectivité de leur vote sur les résultats des élections municipales. Et c'est exactement ce qu'on propose avec PLM. Demain, les Parisiens, les Lyonnais, les Marseillais pourront voter pour une même liste dans tous les bureaux de vote de Paris. Ça ne s'est jamais vu à l'échelle de l'histoire de Paris, mais de même que lorsqu'on a restauré la fonction de maire de Paris en 1977, c'était aussi une nouveauté. Il ne faut pas hésiter à innover dans la mesure où ça va dans le sens d'une plus grande démocratie. Je suis sûre qu'on aura l'occasion de continuer à en discuter puisque ce sujet n'est manifestement pas tranché et le débat n'est pas terminé. Mais merci beaucoup en tout cas à tous les 3 messieurs d'avoir été présents sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France et on passe tout de suite à l'entretien culture.
La scène musicale se distingue toujours par une proposition éclectique, riche, censée réunir et attirer des publics variés, curieux. C'est une fois de plus le cas avec le ballet contemporain Mythologie d'Angelin Prejlocaj qui sera sur les planches dès ce soir et jusqu'au 29 juin. Spectacle vibrant qui pose un regard critique et poétique sur notre époque au travers de plus de 20 tableaux et des plus grands mythes qui ont fondé notre société. On va en parler avec Olivier Habert. Vous êtes directeur général de la scène musicale. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de me recevoir. Vous invitez donc le grand talent qui est Angelin Prejlocaj et son œuvre virevoltante qui est très libre, qui est très belle, où la danse est un langage à part entière, une véritable langue. Qu'est-ce qui vous a plu tout de suite dans ce ballet contemporain ? Alors déjà, on est surtout ravis qu'il ait accepté cette invitation. Parce que c'est déjà vraiment, beaucoup. C'est déjà formidable parce qu'effectivement, on a une petite tradition maintenant qui se crée autour de la danse à la scène musicale. Oui. Et avoir Angelin Prejlocaj, c'était important. C'est une référence. C'est une référence à n'en pas douter. Et puis, comme vous le dites, il apporte un regard autre sur la danse, une exigence, une perfection. La musique est fondamentale aussi chez lui. On en parlera évidemment. On en parlera parce que c'est un point important. Évidemment, on s'appelle la scène musicale. Donc même si on fait de la danse, la musique reste un élément extrêmement important. Alors dans ce spectacle, il est évidemment question de mythologie, de dieux, de mythes fondateurs. Pourtant pas de carton-pâte pour représenter le Parthénon, simplement des corps en mouvement traversés par cette mémoire. Est-ce que vous avez été séduit aussi par ce parti pris par la mise en scène finalement ? Oui, parce qu'elle peut paraître simple. Alors, il y a de la vidéo, il y a quand même... C'est très immersif. C'est très immersif. Il a réussi le pari extraordinaire d'adapter ce spectacle à la scène qui est très grande de la scène musicale. On y est peut-être encore plus en immersion justement par ce côté panoramique et quasiment 16/9e. Et puis, le tableau, effectivement, c'est une succession finalement de tableaux avec quand même un vrai fil conducteur. Et du coup, on se perd dans différents décors, même si ça reste extrêmement sobre sur scène. Alors vous avez parlé de fil conducteur, c'est intéressant parce qu'il y a 22 danseurs qui sont très engagés sur scène dans 23 tableaux qui sont absolument sublimes avec un rythme qui est très marqué, un rythme qu'on pourrait même qualifier d'effréné. Pourtant, il n'y a pas d'histoire linéaire. On assiste finalement à des scènes, des scénettes. C'est là où c'est très intéressant. Un banquet païen, un guerrier archaïque, une procession religieuse, un sacrifice, une bacchanale. Et on est finalement projeté à chaque fois dans ces univers. Et je trouve, moi, que ça laisse libre cours à notre imaginaire, à notre créativité. Et puis derrière, aux impressions et à l'interprétation qu'on peut s'en faire. Ah oui, il n'y a pas d'histoire à comprendre, à lire. Il n'y a pas besoin d'avoir lu une histoire avant pour arriver là, comme on peut l'avoir sur Roméo et Juliette ou sur d'autres œuvres plus classiques et qu'on connaît bien, où on essaie de retrouver ses petits. Là, on peut se laisser tout simplement emporter. Exactement, et se dire à la fin, qu'est-ce que j'en ai vu, qu'est-ce que j'en ai compris. Oui, j'ai retrouvé un ou deux grands éléments de la mythologie. Mais ils ne nous sont pas expliqués, ces mythes. Ils nous sont proposés, livrés, je trouve, de manière parfois très brute, c'est très joli. Tout à fait. Et derrière, c'est notre émotion qui doit parler. Mais c'est ça, là, d'abord c'est ça le spectacle vivant, j'allais dire la danse, mais en fait c'est ça le spectacle vivant, c'est l'émotion avant tout. Et là on l'a à l'état pur, on a vraiment la danse à l'état pur, la musique à l'état pur, et cette mise en scène qui est absolument somptueuse. Vous avez parlé tout à l'heure de la musique. C'est vrai que côté musique, là aussi, on est servi. C'est totalement inédit. C'est un ancien des Daft Punk aux manettes. Il s'appelle Thomas Bangalter. Musique très charnelle, très organique, presque primitive. Et là, on se rend compte que l'osmose est incroyable avec les corps sur scène. Je crois que c'est une des signatures aussi d'Angelin Prejlocaj. La musique est toujours très importante pour lui. Donc il cherche quelque chose. On va présenter l'année prochaine un autre spectacle avec lui qui s'appelle Requiem et qui a aussi une bande-son absolument extraordinaire. Et là, effectivement, en s'associant avec Thomas Bangalter, alors c'est pas de la musique électronique de Thomas Bangalter, donc on n'a pas les Daft Punk sur scène, mais par contre, il a revisité presque la musique opératique. Parce que c'est du symphonique, donc on retrouve cette richesse instrumentale et on parcourt, je trouve que c'est extrêmement rythmé. Oui, ça a quand même tous les codes de la musique nouvelle. Parce qu'on vous parlait des codes de l'opéra, c'est vrai qu'on les retrouve aussi, mais justement... c'est un opéra très contemporain. Tout à fait, c'est un opéra très contemporain. Et c'est génial qu'un compositeur comme Thomas ait pu accepter ce défi. Moi, c'est pas moi qui m'en suis occupé, mais j'imagine que ça a été ça pour lui, de se dire travailler avec un grand orchestre, et puis quand même de pouvoir y apporter sa patte, parce que ça touche à lui, oui, ça reste quand même la musique électronique au départ, et donc quelque chose de très moderne. Est-ce que c'est ça la magie du ballet contemporain, de réussir justement à associer, vous parliez tout à l'heure, pour parler de la manière dont Angelin Prejlocaj chorégraphie, vous parliez d'une extrême rigueur, c'est vrai que c'est d'une beauté incroyable, d'une précision au millimètre, avec justement de la musique nouvelle et avec cette dose de fantaisie aussi qu'on aime retrouver dans le contemporain. Tout y est parfait, et je crois que c'est la gageure, c'est que
évidemment, on le sait tous, la danse, c'est une discipline totale, absolue. Et en même temps, comment on fait quand on veut maintenir cette discipline et laisser place à l'émotion ? Parce que souvent, ça peut brider un petit peu l'émotion. Et c'est absolument pas le cas, évidemment, avec Angelin, avec cette œuvre-là, Mythologie, on en sort assez bouleversé. Ouais. Et puis on réfléchit malgré tout, même si c'était peut-être pas initialement prévu, en tout cas on cogite et on se demande ce qu'on a vu, ça remue. Je pense que ça l'est pour lui quand même. Quand il l'a composé, il est allé parcourir les grands mythes de notre littérature. Très épique. Et bien sûr, et je pense qu'il y avait ce message derrière lui, c'est de faire ce parallèle, donc que chacun puisse se faire ce parallèle avec la vie contemporaine aussi, avec la vie qu'on mène. Et je trouve de toute façon, et là on est vraiment dans le sentiment pur de la beauté. D'abord parce que la danse c'est la beauté, les corps humains, quand ils sont au service de cette exigence, de cette émotion, c'est sublime, on est vraiment dans la beauté. Quel est le public que vous espérez attirer ? D'abord, on a beaucoup de monde, donc on va avoir un public, je pense, assez large quand même. D'accord. C'est toujours un enjeu, non ? Oui, mais c'est le parti pris de la scène musicale. C'est de dire, on travaille avec Benjamin Millepied, avec Pietra Gala, on aura Mathieu Bourne qui viendra présenter son Lac des Cygnes à la rentrée. Systématiquement, c'est de se dire, le fait de venir à la scène musicale, c'est aussi pour toucher un public un petit peu plus large, qui serait peut-être pas venu à Chaillot, à l'Opéra ou autre, qui sont pour aller découvrir un ballet contemporain. Exactement. Et là, justement, c'est l'occasion de les attraper, de nous attraper. On regarde la bande-annonce ensemble, évidemment. Ce très beau ballet contemporain. On va continuer à parler évidemment de la programmation de la scène musicale. Quels sont les événements les plus attendus ? Alors on a des très très beaux événements qui arrivent. À la rentrée, on va avoir, donc je disais, le Lac des Cygnes, en fait ça s'appelle le Swan Lake, parce que c'est Mathieu Bourne qui l'a présenté il y a 20 ans déjà. Et on revient sur ce ballet mythique, incontournable, et qui va être à l'affiche au mois d'octobre à la scène musicale. On aura également le retour de Benjamin Millepied en janvier, donc je parle un petit peu de danse là, parce que c'était les grands événements. Avec l'incontournable Casse-Noisette. Bah oui, en janvier, qui n'a pas de Casse-Noisette, et c'est important. Et pouvoir proposer celui de Benjamin Millepied, avec effectivement les décors de Paul Cox, c'était vraiment formidable pour nous et un moment important. Et puis on va avoir en septembre, c'est la première fois qu'on le fait à la scène musicale, une expo immersive où on va pouvoir venir prendre un casque et aller dans le bal de Paris. C'est trop bien. Bal de Paris, ça nous parle particulièrement dans l'émission. Ah, c'est formidable. On va pouvoir aller danser dans un décor virtuel avec des danseurs réels qui viennent autour de nous. C'est vraiment un moment absolument extraordinaire. Et c'est aussi la force de la scène musicale que de proposer, justement, je parlais d'éclectisme en début d'interview, c'est vraiment ça. Tout à fait. Et là, c'est tout en étant très pointu, évidemment. Pardon, je l'ai pas dit, c'est Blancali qui le signe et qui l'avait déjà présenté. Elle nous fait aussi le plaisir et l'honneur de travailler avec nous là-dessus. Donc, c'est de pouvoir se dire qu'il y a la danse a différentes manières de te présenter, que ce soit dans notre grande scène, que ce soit dans l'auditorium. Je l'ai pas dit, Pietra Gala va revenir pour chorégraphier la 7e de Beethoven dans l'auditorium. Donc, on est dans un registre un petit peu différent. Et puis là, avec Blancali au mois de septembre, venez mettre votre casque et venez danser. Moi, je me suis noté 2 autres événements incontournables, Sting évidemment, ou encore la soirée La Chaloupe. Qu'est-ce que c'est ? Alors la Chaloupe, c'est plus qu'une soirée, parce que c'est quasiment un mois. Ce sont les toits de la scène musicale, on ne le sait pas, mais en fait c'est végétalisé. Il y a une vue sublime, évidemment, sur la Seine, mais évidemment sur tout l'ouest parisien, jusqu'à la Tour Eiffel. Et tout l'été, du mercredi au dimanche, on y propose des animations autour de DJ Rifix, donc ils sont sélectionnés par Est-ce que c'est le nouveau rooftop à la mode ? En tout cas, il est super. En tout cas, il est vraiment bien. Et donc, on peut aller se renseigner sur, justement, vous nous parlez d'une programmation qui s'étale sur un mois, on peut aller découvrir les différentes propositions qui sont faites. Oui, il y a des thèmes différents chaque jour, des DJ un petit peu différents. C'est gratuit, donc on vient simplement boire un verre, s'y installer avec ses amis. En plus, il fait plutôt beau en ce moment, donc c'est pas désagréable. Je vous le fais pas dire. Toujours une belle programmation. Jazz aussi, je sais que ça vous tient très à cœur. Oui. C'est aussi un marqueur, finalement, de la programmation de la scène musicale. Déjà, l'éclectisme est important pour nous. C'est-à-dire qu'on a un lieu où on a envie de pouvoir avoir du classique, du jazz, de la danse, de la musique. Ça vous ressemble ? On aime ça. Et je parlais d'émotion tout à l'heure, on l'a autant dans le jazz qu'ailleurs. Et en plus, notre taille de salle, etc., on a envie de pouvoir apporter aussi notre pierre à l'édifice du jazz,
Le jazz, c'est pas que le club de 20 ou 80 places, ou de 80 ou 100 places, qui est génial, mais qui apporte autre chose, ou les très très grandes salles pour les grands artistes. On a aussi cette taille intermédiaire, et donc on va avoir une très belle programmation de jazz toute l'année prochaine. Et vous n'oubliez jamais les jeunes publics. Ça, c'est aussi extrêmement important. Ça intéresse particulièrement ceux qui nous écoutent, qui peuvent y amener leurs enfants, évidemment, les sensibiliser. C'est toujours une porte ouverte sur le monde de la culture. Oui, souvent le dimanche matin à 11h, quasiment tous les dimanches matins. On va reprendre cette année avec le Petit Prince. On avait déjà présenté avec les dessins de Johann Sfar. Qui marche toujours très bien. Mis en scène, enfin mis en musique par Marc-Olivier Dupin avec son orchestre. Donc c'est vraiment un moment formidable. Puis toute la saison, des ciné-concerts, différentes œuvres. Et on terminera avec un classique du dimanche, donc Sabine Quindou de La Voix de C'est pas sorcier, qui viendra nous parler de Mozart. C'est toujours aussi riche et c'est toujours un plaisir de vous avoir en plateau. On vous invite évidemment à aller découvrir cette programmation sur le site internet de la scène musicale parce que là, on en a donné un échantillon. Ah oui, il y en a beaucoup plus, oui. On parlait de Sting, il y a beaucoup d'autres choses, la haine, etc. Il y a énormément de choses qui arrivent. À découvrir. On va pas parler de Béjart, mais la compagnie de Béjart qui va venir. Puis sur le boléro, tant qu'à faire. Donc voilà. Merci beaucoup d'être venu nous en parler en plateau, Olivier Habert. On vous retrouve très bientôt dans Bienvenue en Ile-de-France et on passe maintenant à l'art de vivre. C'est parti. Et si je vous disais qu'il est parfaitement possible de vous évader, de vous offrir le dépaysement le plus total à seulement 30 minutes de Paris, imaginez dormir au cœur de la forêt amazonienne, perché sur un arbre, être réveillé à l'eau par le soleil et les perroquets qui chantent. C'est la promesse de Parrot World, un parc immersif animalier d'un autre genre qui propose une expérience unique dans un très joli domaine. Vous pourrez également profiter d'un très beau parcours de golf. On va en parler avec un passionné, Éric Vigneault. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Parrot World. On va commencer avec un mot sur vous, d'abord, si vous le voulez bien, puisque vous êtes un ex-industriel passionné par la nature et en 2016, vous décidez de concrétiser cette passion en créant la Parrot Wildlife Foundation pour protéger les animaux. C'est la première étape avant la création de Parrot World. Expliquez-nous pourquoi vous avez décidé de vous engager. Pourquoi j'ai décidé de m'engager comme ça, puisque j'avais vendu mon entreprise et je souhaitais faire quelque chose de vertueux. Et non pas faire comme tous les chefs d'entreprise, ou la plupart qui vendent leur entreprise et qui vont se la couler douce. Vous aviez encore envie de travailler, voilà, j'avais envie de travailler, parce que comme je suis un hyperactif, et comme j'ai la passion de la nature et les animaux, je voulais faire quelque chose de très vertueux pour la nature et les animaux. Et étant passionné de golf, je connaissais un site qui était à acquérir. Donc le domaine de Crécy. Je fais l'acquisition du domaine de Crécy. Il y a 130 hectares, un golf dessiné par un architecte très connu qui s'appelle Arnold Palmer. C'est un des plus beaux golfs de l'Île-de-France. Nous sommes classés 5e meilleur golf de toute l'Île-de-France par la revue Fairways. Et donc il y avait 18 trous et j'ai fermé 30 hectares, donc 9 trous, pour faire un rêve d'enfant, si vous voulez, puisque j'ai fait Parrot World. C'est un parc animalier immersif et pédagogique. Alors on va tout de suite dire les choses très clairement, ce n'est pas un zoo. Non, ce n'est pas un zoo, parce que je ne suis pas très branché zoo, j'aime pas voir des animaux derrière du grillage. De moins en moins de monde, hein, je crois. Oui, j'ai jamais aimé les zoos classiques comme quand j'étais jeune, là, quand ma mère m'emmenait voir un zoo. Donc j'ai souhaité faire un espace immersif avec une décoration digne d'un parc, d'une réserve sud-américaine, avec des lodges, avec de l'art. Les maisons des cochons d'Inde, c'est une artiste qui m'a fait des maisons en torchis. C'est un mélange d'art, de culture et d'animaux, et de protection animale, puisque c'est un immense refuge pour des perroquets qui volent autour de vous. Parlez-nous des perroquets, parce que c'est quand même vraiment un des marqueurs très forts de cet endroit et de votre passion, évidemment. Oui, bien sûr, parce que ça a démarré avec un perroquet que ma femme m'a offert il y a 19 ans. Et en tant que scientifique de formation, j'ai voulu approfondir et j'ai vu qu'un perroquet n'avait rien à faire à la maison. Il fallait qu'il soit en groupe, qu'il puisse voler. J'ai financé un refuge où il y avait 300 perroquets dans des petites cages. Et quand je les voyais, ça me faisait mal au cœur. Et je leur disais, le jour où tu vendras ton entreprise, tu leur feras un bel espace gigantesque. Et là, ils sont dans une volière d'1 hectare sur 15 mètres de haut. Et ils volent. Et c'est une vision comme à la télé, quoi. Et on voit plus de perroquets que si vous allez au Costa Rica ou ailleurs, quoi. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui viennent avec leurs perroquets pour les faire voler aussi. Voilà. Alors, nous avons une zone un petit peu différente. Ça, c'est la fondation qui a été créée pour financer des programmes
au Cameroun, en Amérique du Sud, mais également pour favoriser le bien-être des perroquets en captivité, malheureusement il y en a quand même en captivité. Alors nous mettons à disposition pour ces gens-là une volière. Et les gens passent l'après-midi avec leurs perroquets, ils volent d'un arbre à l'autre, ils rencontrent des copains, et les gens se font des amis. Oui, c'est du bonheur absolu pour les perroquets et les visiteurs, et les utilisateurs de la volière. Alors vous parlez d'un parc immersif qu'on découvre évidemment à l'image au travers de ces vidéos qui nous emmènent un petit peu déjà dans l'univers. Vous avez cherché aussi à reconstituer leur lieu de vie, la biodiversité qui va avec. Et finalement, c'est ça la dimension immersive, c'est de nous embarquer dans des territoires, dans des espaces, dans une végétation. Oui, alors il y a deux choses si vous voulez. Effectivement, ce que j'ai souhaité, c'est énormément d'espace pour ces perroquets qui, autrefois, étaient dans des petites cages. J'ai voulu les libérer. Et comme on ne peut pas les libérer dans la nature, parce qu'ils ne survivraient pas, donc on les a libérés dans un espace protégé. Ça, c'est une première chose. Et également, ce que nous avons souhaité, c'est vendre du rêve aux visiteurs, puisque nous avons besoin de visiteurs pour vivre. Donc, vous avez une décoration qui est digne d'une réserve tropicale en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, si vous voulez. On voyage dans quel pays? Alors, vous voyagez au Brésil, au Costa Rica, sauf que nous sommes à 42 km de vos studios. Vous savez qu'avec les températures en ce moment, on s'y croirait à 100%. Ah oui, alors carrément. Là, c'est bluffant. Hein. Ah oui, oui, oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez construit une expérience de visite, finalement, où chacun peut s'approprier le lieu. On peut le découvrir à sa manière. Oui, soit vous découvrez seul, soit vous pouvez le découvrir accompagné par des animateurs. C'est-à-dire que en réalité, c'est un espace immersif et pédagogique. Alors ça plaît énormément les enfants sont comme des dingues. Aux enseignants, et ils viennent en groupe. Alors c'est fabuleux parce que d'un seul coup, vous voyez la différence entre un pingouin et un manchot. Vous savez ce que c'est qu'un andou, c'est pas une autruche. Vous voyez. Vous apprenez énormément de choses et nous avons des animations pédagogiques toutes les 30 minutes. Ça s'appelle Soigneur d'un jour, c'est ça? Non, ça c'est autre chose. C'est une autre animation? Oui, ça c'est une animation. En quoi est-ce qu'elle consiste? Vous passez l'après-midi avec un soigneur, Génial. vous rentrez dans les enclos, vous faites des papouilles au capybara, à la grande joie des petits. Oui, oui. Et oui, là on voit le capybara sur la photo. Tout à fait. Donc c'est la grande mode en ce moment. Il y a le perroquet qui s'installe à côté de vous, le jaguar également. Alors parlez-nous un peu du jaguar quand même, parce que c'est une aventure incroyable. Oui, alors nous avons deux activités. Activité refuge, oui. Mais nous sommes un centre. C'est trop mignon. C'est un centre de conservation d'espèces menacées européen. On fait partie d'un réseau européen pour les jaguars, les loutres géantes, les manchots de Humboldt, oui. Et puis les nandous de Darwin. Alors, vous ne savez pas ce que c'est que les nandous de Darwin? Vous savez que j'ai passé un an en Australie? Ah, d'accord. Alors, je vous promets que je sais ce que c'est. Mais pour ceux qui nous écoutent, on peut l'expliquer. Oui, mais le nandou de Darwin, c'est pas en Australie. C'est où? C'est en Amérique du Sud, c'est en Argentine. J'étais persuadée d'en avoir vu en Australie. Bon, ça ressemble un petit peu à l'autruche, mais... D'accord. Voilà, donc c'est l'équivalent de l'émeu australien. Mais ou du cassouari. Oui, voilà. Okay. Mais c'est en Amérique du Sud. Alors oui, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Exactement, oui. Grâce à vous, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Parlez-nous de ces animaux incroyables qu'on découvre et de ces petits bébés aussi. Donc, comme nous avons des enclos absolument parfaits pour chaque espèce, puisque je suis parti d'une feuille blanche, puisque c'était un golfe, donc on a fait des enclos, par exemple, pour les jaguars. D'accord. Parfaits, avec... ils peuvent se baigner, se cacher, ils peuvent grimper. Il y a les perroquets à côté, alors ils sont en mode chasse, etc. Donc, lorsque nous avons mis en contact la femelle qui venait du zoo de Cracovie et le mâle qui s'appelle Tiponche, qui est né au zoo de la Martinique, eh bien, 6 mois après, ils avaient des bébés. D'accord. Et quelque chose d'unique, c'est qu'ils ont eu des jumeaux, des faux jumeaux, puisqu'il y avait un noir, un tacheté. Okay. Alors, je suis passé dans toutes les télés, il y a la télévision japonaise, la TBS qui est venue, parce que c'est un truc incroyable. Une femelle jaguar noire qui fait un petit noir et un petit tacheté. Exceptionnel. Voilà. Alors, comme on fait partie du réseau européen, on les a placés pour rencontrer, au bout de 2 ans, une femelle compatible génétiquement pour faire des petits. D'accord. Et donc l'aventure continue. Oui, l'aventure continue parce que Akabo, le noir, le jeune noir, oui. a fait un petit. Incroyable. Alors nos jaguars sont grands-parents. C'est génial, c'est une très belle aventure. Et puis pour parfaire l'expérience, il est possible de dormir dans le parc, dans des lodges absolument magnifiques où on peut s'offrir une parenthèse au plus près de la nature et des animaux. Là, c'est vraiment un moment unique en famille. Non, mais surtout au plus près de la nature et puis à
42 km de vos studios, puisqu'on est juste après Euro Disney. Et vous passez une nuit comme si vous passiez une nuit dans un lodge au Costa Rica, alors qu'il n'y a pas 11h30 d'avion à faire, il y a 1 heure de voiture de Paris, ou une demi-heure, quoi, puisque c'est à 40 km de Paris. Et là, vous dormez dans des lodges qui ont été décorés. J'ai acheté tout le mobilier chez des artisans en Guyane. D'accord. Et vous avez les animaux qui viennent sur votre balcon. Alors, vous avez 2 lots de jaguars. Les jaguars, bien sûr, vont sur le balcon. Ça peut faire peur, il faut rassurer. Oui, mais bon, les vitres sont très solides. D'accord. Et il y a 3 lodges où là, vous pouvez aller sur le balcon et vous avez vos copains les perroquets qui viennent vous regarder. Alors les gens sont sur le balcon, ils les prennent en photo, ils discutent avec eux. Qu'est-ce que vous disent ceux qui séjournent? Ah bah, ils sont comme des fous. Par exemple, nous avons le lodge Pantanal. C'est un monsieur qui est allé 3 fois dans le Pantanal, au Brésil. Et il m'a dit, mais c'est encore mieux. Je me croirais dans le Pantanal. Il a pris plein de photos. Vous avez plein d'ibis sur les arbres morts, tout. Enfin, c'est fabuleux, quoi. Pour les gens, c'est un souvenir extraordinaire. Alors, pour ceux qui y vont, surtout pour faire plaisir à leurs enfants, ils peuvent aussi se faire plaisir avec le golf. C'est ça qu'on ne dit pas, puisque évidemment, tout est intégré. Il y a un restaurant, il y a un hôtel. Enfin, on peut y séjourner. Oui. En plus, on a un restaurant gastronomique avec un chef qui vient d'un restaurant étoilé, il est sud-américain, donc ça va dans le style de Parrot. Vous êtes très jusque boutiste, ah oui, jusque dans ce qu'on retrouve dans l'assiette. Dans l'assiette, vous avez toutes les petites sauces sud-américaines, c'est la cuisine gastronomique française à la sauce sud-américaine. Et donc vous êtes sûr de pouvoir accueillir aussi les gens sur des séjours un peu plus longs pour ceux qui veulent rester? Ah bah oui, bien sûr, vous pouvez passer une semaine de vacances à 40 km de Paris. Quoi. Oui, pour les amateurs de golf, il y a un très beau parcours. Alors, il y a un parcours, il y a une école de golf unique en France qui est vraiment adaptée aux adultes. C'est un apprentissage rapide du golf. On a des simulateurs de golf au practice sur tous les postes. Donc les enfants s'amusent, il y a des jeux pour les enfants au practice. Il y a un cours de tennis, une piscine. Vous voulez que plus personne ne parte jamais, en fait. Voilà, c'est ça. Un dernier mot peut-être pour ceux qui nous écoutent, avec les vacances qui approchent. On sait que c'est un moment qui est extrêmement important pour les familles parce que c'est l'occasion de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, l'occasion d'aller faire des activités différentes et puis finalement de s'offrir aussi des parenthèses différentes. Voilà, absolument. Parce que pour les vacances, vous pouvez apprendre à jouer au golf, vous pouvez aller dans un parc immersif, vous avez des logements climatisés, vous avez une piscine, vous avez un tennis, et nous sommes juste à la sortie après Disney, donc c'est pas très loin, c'est très pratique. Et vous apprenez beaucoup de choses, vous mangez bien. Et, un mot peut-être sur le prix pour ceux qui nous écoutent, pour savoir se projeter dans cette expérience? Les prix, l'entrée au parc, c'est 19 € pour les adultes et 14,50 € pour les enfants. Pour les enfants. Gratuit pour les moins de 3 ans. Et puis les lodges, c'est des prix différents en fonction, il faut aller sur le site internet. En fonction de la saison. Oui, la saison, si c'est en semaine, le week-end, ou si vous prenez le package complet avec le dîner gastronomique le soir, l'animation privée le matin et les 2 jours au parc. C'est pour les plus gourmands. Voilà, alors il faut compter à peu près 150 € par personne pour le package complet, quoi. Un dernier mot peut-être aussi sur vos projets, sur la suite. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de Parrot World? Alors effectivement, nous sommes en pleine progression, c'est une bonne question, puisque là nous faisons un agrandissement de la zone Pantanal. D'accord. Avec toute une déco, avec les barques que vous trouvez au Brésil, dans le Pantanal, les loutres géantes qui vont vouloir grimper partout, là, donc ça va être absolument fabuleux, c'est un rêve. Toutes les télévisions adorent venir filmer parce qu'il y a plein de choses à voir. Il y a une scénographie qui est absolument fabuleuse. Donc vous mettez aucune limite sur le développement de Parrot? Ah non, l'année prochaine nous aurons d'autres animaux, les tapirs, les fourmiliers géants, les attelles, et après nous démarrons la zone en 2027, la zone asiatique. Génial. Avec des rhinocéros géants, des choses comme ça, ouais. Donc. Ah oui, d'accord, donc l'ambition est immense. Ah oui, puisque Mais vous vous faites autant plaisir que vous ne faites plaisir à ceux qui... exactement. C'est l'idée. Ah oui. Vous réalisez un rêve d'enfant, c'est ce que vous nous avez exactement. dit. C'est peut-être pour ça que la magie opère côté visiteur. Voilà, exactement. Merci beaucoup Éric Vigneault. Merci de m'avoir reçu. Parler et nous présenter Parrot World pour une expérience immersive incroyable à 30-40 minutes de Paris, pas plus. Et vous pouvez évidemment trouver toutes les informations sur leur site internet. Encore un grand merci. Et moi je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le Figaro TV. Excellente soirée. Merci.